Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Moi c'est Elodie Denis, je suis une des représentantes avec Ryan qui est derrière la caméra de l'antenne jeune au sein de l'université. Rapidement, l'antenne jeune c'est une extension d'Amnesty France. Donc on est au sein de la fac pour lutter justement contre toutes les violations des droits humains qui sont faites en France et partout dans le monde. Et on est vraiment nos actions sont basées sur le campus et on fait notamment des pétitions, on a fait de nombreuses rencontres débats et là c'est officiellement on va dire la dernière, même si on espère qu'il y en aura d'autres et n'hésitez pas à nous rejoindre justement pour pouvoir créer d'autres choses parce que à partir de fin février le master qui est en partenariat on va dire avec l'antenne jeune dont je fais partie, on part en stage, donc on a besoin de renforts pour pouvoir poursuivre notre action. Et on a la chance d'avoir 3 intervenants avec nous aujourd'hui. Donc, que je ne me trompe pas, on a Julien Ponte avec Tout au Bouffe, qui est cofondateur de Rouge Direct. Donc, c'est un collectif qui lutte contre l'homophobie dans le sport. Merci à vous d'être là. Merci. On a ensuite Brahim Nightback, très bien, c'est ça, qui est auteur de Un homo dans la cité et créateur de la radio Homo Micro. Et enfin, on a Sébastien Tuller, juste à ma gauche, qui est responsable de la commission LGBT+, à Amnesty International France. Donc voilà. Merci à vous tous. Bonjour à tous, moi c'est Quentin, je suis étudiant en M2 coopération internationale et ONG. Merci à tous de vous être rendus disponibles. Pour rappel, c'est ce master qui est à l'initiative de cet événement. Donc voilà, on va pas tarder à commencer. Merci Elodie pour cette introduction. Alors la première question, elle est toute simple. Vous allez pouvoir tous répondre les uns après les autres. On va commencer par Sébastien, puis Brahim et Julien. Qu'est-ce que l'homophobie du coup ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir passer ce début d'après-midi avec vous. L'homophobie, c'est vrai que c'est une question qui est assez simple et en même temps qui peut parfois paraître assez difficile, mais pour Amnesty International en tout cas, qui se base, comme vous l'avez dit, sur le droit international, l'homophobie, c'est toutes les comportements et les attitudes de mépris et de rejet des personnes en raison de leur orientation sexuelle. Et donc on parle d'homophobie ou de LGBTI-phobie pour inclure toutes les personnes LGBTI+, donc les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes et plus, c'est-à-dire toutes les autres minorités de genre, les personnes qui s'identifient autrement que par ce sigle, mais on pourra y revenir. Et donc quand on parle de LGBTI-phobie, on parle de toutes ces discriminations qui parfois se croisent, parfois s'additionnent ou se cumulent. Et pour vous donner un exemple, par exemple, pour décrire spécifiquement les discriminations que subissent les femmes lesbiennes, on parle de lesbophobie, et c'est pas juste l'homophobie contre les femmes, c'est vraiment une discrimination spécifique, un croisement du sexisme et de l'homophobie qui crée cette homophobie intersectionnelle ou croisée qu'on appelle lesbophobie. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des termes spécifiques pour décrire chaque discrimination, parce que ça renvoie à des réalités qui sont différentes. Et on a besoin d'avoir des mots, des expressions pour pouvoir les dénoncer, pour pouvoir les décrire, pour pouvoir les combattre. Donc voilà, c'est la définition que moi je donnerais pour homophobie, mais peut-être que mes camarades pourront compléter, parce qu'il y a effectivement une définition aussi dans le droit français, des injures, des violences à caractère homophobe, avec des peines particulièrement précises et des circonstances aggravantes. Voilà, donc nous, à Amnesty, on se base sur le droit international. Le droit international condamne les discriminations basées sur l'orientation sexuelle et sur l'identité de genre. Tous les traités internationaux, et notamment la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui inscrit, c'est un des seuls traités internationaux qui inscrit l'orientation sexuelle comme critère de discrimination reconnu par le droit international. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir, mais quand on parle d'homophobie, de LGBTI-phobie, on parle de tout ça. Bonjour à tous et à tous, merci de votre accueil, de nous accueillir ici aujourd'hui. L'homophobie, tout simplement pour moi, donc c'est simplement le rejet de la sexualité des gens qui sont contre une sexualité qui n'est pas la leur en fait. Et je pense qu'on aura l'occasion de développer le sujet un peu en profondeur tout à l'heure. Moi, quand je vois par exemple, j'ai été victime d'homophobie ou j'ai été agressé d'homophobie, comme j'en parle dans mon livre, et la plupart du temps je me suis fait agresser par des personnes
qui se disait hétérosexuel, qui avait un côté un peu dur, tout ça, et qui refoulait une homosexualité en fait. Donc il y a ce rejet de la sexualité de l'autre. C'est ce que je peux dire à ce niveau-là. Oui, bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Donc l'homophobie, c'est vrai qu'on va être d'accord sur la définition qu'on peut en donner, c'est une attitude de rejet, de dénigrement, de mépris, mais aussi de violence verbale ou physique contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle réelle ou supposée, ou leur identité de genre. C'est un problème qui fait beaucoup de dégâts, beaucoup de morts, y compris en France, vu qu'on a des taux de suicide parmi les jeunes LGBT, un taux de suicide qui est 4-5 fois plus important, et on se souvient de l'affaire du petit Lucas l'année dernière qui s'est suicidé à 13 ans parce qu'il était victime de harcèlement homophobe. Ces 3 agresseurs ont été relaxés par la justice. Donc l'homophobie, c'est quelque chose aussi qui n'est pas bien réprimé en France. Deux exemples de ce qu'on peut subir en tant que gay, pas seulement de ma génération, mais des générations antérieures. L'homosexualité, on sait que Robert Badinter est mort il y a peu de temps, et ça a été rappelé qu'il a été aussi celui qui a dépénalisé l'homosexualité en 1982. Donc vous voyez, 82, c'est pas si loin, en tout cas pour moi, et plus proche de nous. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclassifié l'homosexualité des maladies mentales seulement au début des années 90. Vous voyez, et tout ça, c'est le fruit de combats, de lutte contre l'homophobie, de lutte pour l'égalité en droit. C'est une lutte qui a été menée par la communauté LGBT, notamment pendant l'épidémie de sida dans les années 80-90, parce qu'on tombait comme des mouches, hein, les gens mouraient tout simplement, et n'avaient pas forcément les droits qui les protégeaient. Par exemple, pour des gays en couple, si l'un des deux mourait, l'autre pouvait se retrouver à la rue parce que l'égalité des droits à vivre ensemble, à être mariés, n'était pas encore reconnue. Voilà, donc on est là avec des droits qui ont été gagnés de haute lutte. On a des droits, on a la loi qui nous est parfois favorable, mais son application est encore très compliquée. Et moi, je parlerai tout à l'heure de l'homophobie dans le football, et là, on verra que c'est l'impunité la plus totale. Très pratique. Merci pour vos réponses. Et du coup, après avoir donné un peu chacun votre définition, pour vous, l'homophobie, elle repose sur quoi ? En fait, oui, mais tout ce qu'on a dit vient expliquer que l'homophobie ne vient pas de nulle part, et que c'est tous ces stéréotypes, ces préjugés, ces normes en matière de sexualité, en matière de sexisme, d'égalité femmes-hommes, toute cette idée qu'on a de la sexualité, de la masculinité, de la féminité vient renforcer des préjugés, des stéréotypes qui, à force d'être véhiculés dans nos sociétés, se transforment parfois en harcèlement, en violence, en discrimination à l'encontre des personnes concernées. Et effectivement, on n'a pas besoin d'être une personne LGBTI+, pour subir de l'homophobie. On peut être une personne hétérosexuelle et subir aussi de l'homophobie parce que on est perçu comme... on a une expression de genre, c'est-à-dire on exprime son genre, on exprime sa masculinité ou sa féminité d'une manière qui s'écarterait un peu de la norme, et donc on peut subir de l'homophobie même si on n'est pas soi-même une personne homosexuelle. Et j'ai envie de vous dire que, en fait, dans la salle, j'aime bien être un peu virulent, mais vous êtes sûrement tous, à un moment donné dans votre vie, à un degré différent, vous êtes tous homophobes. Et en fait, ce serait miraculeux que vous ne puissiez pas l'être, parce que vous grandissez dans une société qui partage des préjugés, des stéréotypes qui nous condamnent à une certaine manière à nous-mêmes véhiculer ces stéréotypes ou ces préjugés, à moins d'en avoir conscience et de commencer à les déconstruire. Mais donc c'est pour ça qu'on parle souvent d'homophobie ordinaire, d'homophobie refoulée, c'est qu'à un moment donné, on a une telle difficulté aussi parfois à accepter sa propre homosexualité qu'on peut éventuellement commencer à se construire une homophobie intériorisée.
Et je pense qu'on passe tous par ces étapes-là dans notre vie jusqu'à ce qu'on arrive à en avoir conscience. Donc je pense qu'il faut déconstruire tous ces préjugés et ces stéréotypes de genre, déjà en avoir conscience de ce que c'est, de se poser la question, c'est quoi aujourd'hui être un homme, c'est quoi aujourd'hui être une femme, c'est quoi être un homosexuel, et à partir de là, commencer à réfléchir à tous les biais qu'on peut avoir parce qu'on a grandi dans une société qui partage cette homophobie institutionnalisée. Je voudrais aussi ajouter, en ce qui me concerne, c'est aussi beaucoup au niveau de la méconnaissance, en fait. Moi, je vois par exemple autour de moi, ma famille, qui au départ, l'homosexualité, c'était quelque chose, il fallait surtout pas en parler. Et depuis que je l'ai mise en avant, où je me suis exprimé à travers mon livre, je vois un certain nombre de frères et sœurs qui ont évolué, qui finissent par l'accepter, ou même à m'en parler. Donc là, c'est un premier pas. Et moi, je me souviens de quelque chose pour réagir avant ce que tu disais, Sébastien. Quand j'étais adolescent, j'habitais en province, dans la région de Chalon-sur-Saône, Dijon, à Montsolimine exactement. J'étais ado, je me posais un certain nombre de questions au niveau de ma sexualité, où j'avais une attirance évidemment pour les garçons. Et en groupe, quand on est jeune, un peu, on est souvent des conneurs, et moi j'étais toujours le premier. Il y avait un couple d'hommes qui habitait une petite maison, et j'étais celui qui était le perturbateur, c'est-à-dire que j'allais les insulter. J'avais à l'époque 16-17 ans, les insulter, les traiter de PD en fait. Je faisais ça alors que je suis homo, et par rapport à mes amis de l'époque, mes camarades de l'époque, qui étaient tous hétéros, voilà d'où vient quelque part le truc. Certainement qu'il y avait plein de choses à mon niveau que je ne comprenais pas, que je rejetais, et peut-être qu'à l'époque, j'avais pas envie d'être homo dans le sens où c'est quelque chose qui était complètement pour moi à l'époque, parce que j'étais en pleine période de construction, que je ne comprenais pas et que je me sentais différent des autres. Donc je voulais prouver à mes camarades de l'époque, attention, ceux qui sont homo, ben regardez, je suis le premier à les insulter, donc n'allez pas me reconnaître comme tel en fait. Ouais. Donc la question c'est sur quoi repose l'homophobie, c'est ça? Bon, bah, ce qui a été dit c'est très, très juste, hein, c'est le fait qu'on est dans une société patriarcale et aussi avec des valeurs masculinistes très, très, très fortes, très prononcées. Et là-dessus, on ne peut pas dire qu'il y ait un progrès par rapport à ça. Même si, par exemple, là, on voit en ce moment que la parole se libère énormément en France à travers les femmes qui dénoncent les violences sexuelles et sexistes dans le cinéma. Donc ça doit aussi nous inspirer pour justement nous opposer aux manifestations de sexisme, de masculinisme, de tout ce qui ressort, tout ce qui relève de la domination masculine. Qu'est-ce que je peux ajouter? Sur quoi ça repose l'homophobie? Sur ces modèles-là, et puis le sport joue un rôle très important aussi dans l'exacerbation du masculinisme. Vous voyez, être un gay, c'est vraiment ce qu'on peut imaginer de pire dans le milieu du football, que ce soit amateur ou football professionnel. Voilà, c'est la figure de l'homme faible, de l'homme assimilé aux femmes par ses pratiques sexuelles. Enfin, c'est quelque chose qui nous concerne, qu'on soit femme ou gay. Et je voulais ajouter aussi, c'est le fait, sur quoi repose l'homophobie, c'est aussi le fait que nous sommes statistiquement une minorité. Les LGBT sont des minorités. Donc le rapport de force, évidemment, est très en notre défaveur. C'est-à-dire que instinctivement, des groupes se forment et cherchent des boucs émissaires, par exemple dans les cours de collège, les cours de lycée, peut-être même les universités, et le gay va être celui auquel on va pouvoir s'en prendre assez facilement, et en retour, ça va consolider l'unité d'un groupe sur des valeurs masculinistes. Voilà. Donc ça, c'est une réalité sur laquelle peut-être on pourra revenir dans les échanges, si vous l'avez également vécu ou pas. Merci pour vos réponses. Brahim, vous êtes donc hôte Sous plusieurs angles. Au départ, à l'époque, je jouais au foot par contrainte. J'habitais à la province, comme je vous ai dit, à Montsolimine. Et avec ça comme activité
dans mon quartier, je devais suivre mes frères qui étaient vraiment des passionnés de foot. Moi, c'était loin d'être ça. Mais comme c'était la seule activité, il fallait faire comme les autres. Donc j'ai rejoint un petit club de foot de mon quartier. Et l'homophobie a commencé par là, souvent dans le football, pendant des rencontres, pendant des matchs, pendant les entraînements. Il y a justement des mots qui font mal. Je vais dire qui me font mal, c'est le lapsus, où on entend du sale pédé en permanence, tu joues comme une tapette, ou tu as vu comme tu marches. Donc tout ça, j'ai entendu depuis tout jeune quelque part. Donc quand on entend ça de la bouche de camarades qui ont notre âge, c'est pas facile de se construire. Et moi, c'était le moment où je commençais à essayer de comprendre un certain nombre de choses. Tout était barré au niveau de mon chemin. Et l'homophobie s'est manifestée donc à ce moment-là. Et ensuite venait le combat. Je me suis dit, plusieurs années après, qu'il fallait lutter. Est venue la création de l'émission de radio il y a maintenant une vingtaine d'années. C'était une façon pour moi de me rattraper, de me venger. Dis son nom. Dis son nom à la radio. La radio, effectivement, s'appelle Fréquence Paris Pluriel et l'émission que j'anime s'appelle Homo Micro, qu'on peut écouter en podcast. D'ailleurs, la dernière a été postée hier et nous avons donc Ryan qui a participé avec Cécile donc, à l'émission, justement pour présenter l'événement d'aujourd'hui. Pour vous dire que depuis, je me suis rattrapé. Cette émission m'a permis de construire parce qu'à l'époque où personne ne savait que j'étais homosexuel, eh bien, j'ai demandé à la radio à l'époque, j'animais une émission de sport amateur en Ile-de-France, puisque c'est une radio qui venait sur toute l'Ile-de-France, et le podcast bien sûr un peu partout aujourd'hui. Eh bien, j'ai décidé d'animer une émission qui traitait le sujet de l'homosexualité. Ce qui fait qu'à l'époque, je n'osais pas dire que j'étais homo, mais les gens, quand ils écoutaient mon émission, finalement, ils finissaient par comprendre, même si à l'époque, j'avais du mal à le dire avec des mots. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Allez, génial, merci. On va poursuivre. On va continuer un peu sur les luttes contre l'homophobie et je vais m'adresser à Julien. Donc, on voulait savoir comment vous avez créé le collectif Rouge Direct et quelles sont les difficultés, les enjeux et les évolutions dans la lutte contre l'homophobie, spécifiquement du coup dans le sport. Oui, c'est vrai que alors, le collectif Rouge Direct, déjà, c'est un collectif de lanceurs d'alerte contre l'homophobie dans le football qui a été créé en 2016 et qui a mis fin à ses activités très récemment, au mois d'octobre dernier, et j'y reviendrai. Nous, depuis 2016, comment vous dire, les manifestations d'homophobie dans le football, on les connaît toutes et tous, je pense. Ça va de arbitre enculé, hein, ça c'est la tradition, sur un dégagement de gardien, pardon. Mais nous avons aussi toute une variété de chants homophobes qu'on entend systématiquement pendant les matchs du championnat de France, hein, c'est-à-dire l'élite du football français. Des chants du genre, on va en prendre un chant de supporter marseillais qui dit « Il faut tuer ces PD de Toulousains, ces PD de Parisiens. Il faut tuer ces PD. » Bon. Et ça, c'est à tous les matchs au Vélodrome, et c'est toujours impuni. Donc, c'est pas le seul chant qu'on entend, hein, on entend partout. Au Parc des Princes, on a les Marseillais, c'est des PD, des fils de pute, des enculés. Vous voyez, bon, on mélange un petit peu tout sur la base de l'homophobie et du sexisme. Ça ne veut pas dire que tous les supporters sont homophobes, ça ne veut pas dire que tous les joueurs sont homophobes, ça veut dire juste que il y a beaucoup de manifestations d'homophobie dans le sport le plus populaire de France, et que dans le même temps, elles ne sont jamais sanctionnées, à la fois au regard du règlement, des règlements de football, de la Ligue de foot professionnelle, ni non plus comme des délits. On dirait que à partir du moment où on passe les portes d'un stade de foot, on peut dire PD, enculé, tapette, tafiole, ça passe. Alors que ça reste des délits, hein, aux yeux de la loi. Donc nous, en tant que lanceurs d'alerte, ce qu'on a cherché à faire, c'est d'abord à montrer ce que c'était qu'un chant homophobe. Donc on a publié de nombreux chants homophobes qui peuvent relever de l'incitation à la haine ou de l'appel au meurtre en raison de l'orientation sexuelle. Donc ce sont des choses très graves qui ne sont jamais sanctionnées. Et nous,
on a réussi à mobiliser les médias, l'opinion publique, parce que finalement, quand on regarde un petit peu les sondages, on voit que beaucoup de gens trouvent qu'on ne fait pas assez contre l'homophobie dans le sport et qu'on devrait pouvoir pratiquer son sport librement. Hein. Il y a un sondage de septembre 2023 qui est sorti là-dessus, qui donne des éléments importants. Parce que nous, on essaye aussi toujours de documenter le phénomène de l'homophobie. On cherche des indicateurs. Vous voyez, par exemple, il y a des indicateurs que je vais rappeler rapidement. En 2013, une enquête est menée sur l'homophobie chez les joueurs de foot professionnels. Et le résultat de l'enquête, c'est que vous avez 41% des joueurs de foot professionnels, championnat de France, et 50% des footballeurs en centre de formation qui ont des opinions homophobes. Vous vous rendez compte, hein, si on compare avec 41% d'antisémites ou 41% de racistes, ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup. On pourrait penser qu'à partir de là, on va un peu serrer la vis. Or, 10 ans plus tard, rien n'a été fait. Un indicateur pour vous montrer que rien n'a été fait, c'est que vous seriez en difficulté pour me citer un seul joueur de foot professionnel du championnat de France qui est out. Un gay qui serait out, footballeur professionnel. C'est impossible. Le niveau d'homophobie dans le football français en 2024 interdit à un joueur de faire son coming out, c'est-à-dire d'être juste, de montrer juste comme, de vivre comme il est en toute liberté. Donc on a aussi mené des actions en justice, même si on est juste un collectif citoyen, on arrive toujours à trouver des avocats bénévoles ou faire des crowdfunding pour lancer des actions en justice. Ça c'est, comment vous dire, pour vous dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des millions de trésorerie pour défendre ses droits et faire appliquer la loi. Donc on a fait condamner par exemple Patrice Evra, vous connaissez peut-être, c'est un ancien capitaine de l'équipe de France de football en 2010 et qui avait injurié les joueurs du PSG en disant les Parisiens vous êtes des PD, ici c'est les hommes qui parlent, enfin bon, vraiment des trucs bas du front quoi. Et on l'avait fait condamner par le tribunal de Paris. Il était furieux, il nous déteste, mais tant mieux. Voilà. Sinon, on a terminé nos actions, nos activités en octobre 2024, et j'y reviens rapidement pour vous en donner les raisons. Le 23 septembre 2023, il y a eu un match PSG-OM avec des manifestations d'homophobie qui étaient particulièrement violentes et insupportables. Une journaliste de l'AFP était là. Elle a témoigné que pendant 10 minutes, vous aviez des milliers de gens au Parc des Princes qui hurlaient donc les Marseillais c'est des PD, des fils de pute, des enculés, etc. Je vous passe la suite. Pendant 10 minutes, des milliers de spectateurs. En 2023, enfin maintenant quoi. Alors qu'il y a une procédure qui permet des arrêts de match. C'est-à-dire que, pour faire vite, la FIFA, le grand patron du football mondial, a diffusé une circulaire qui oblige toutes les fédérations et les ligues à appliquer une procédure d'arrêt de match. Jet de banane, cri de singe contre des joueurs noirs, bam, on arrête le match, enfin, une annonce du speaker, si ça continue, deuxième annonce du speaker, les joueurs quittent le terrain pendant 20 minutes, vous voyez, c'est pas violent. Si ça continue, troisième annonce du speaker, match interrompu définitivement. Bon. Pourquoi est-ce que ce n'est jamais appliqué? L'arrêt de match, c'est même pas une sanction. Vous voyez, une sanction, c'est une amende, un huis clos, un match perdu sur tapis vert, etc. Un arrêt de match, c'est le minimum. Je parlais des jets de banane de cri de singe. Vous savez, nous, quand on entend PD enculé dans un stade de foot, c'est nos cris de singe aussi. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on vit de cette façon-là. Bon. Suite à ça, 23 septembre, PSG-OM, tout le monde s'en fout. Enfin, il y a une petite sanction contre le PSG. Le PSG qui décide de ne pas porter plainte. Alors que la ministre des Sports avait demandé au PSG de porter plainte. Eux, niet, zéro. Ils veulent pas. Ils veulent pas se fâcher avec une fraction de supporters, quoi. À la suite de ça, il y a eu d'autres chants homophobes, à Lille, à Brest, etc. Et puis nous, on gueulait, les médias nous donnaient de la visibilité, tant mieux, avec peu de moyens, ça aussi. On n'a même pas un compte en banque, mais on est juste travailleurs, quoi. Et déterminés. Et donc,
les faits d'homophobie se sont enchaînés et ça a continué au niveau du débat public en France, ça a continué à être alimenté par des gens qui prenaient position, la ministre qui prenait des positions. Et puis nous, on était très exposés, on était trop exposés et on a été la cible de centaines d'injures homophobes. Ça, c'était un petit peu comme d'habitude, mais là, il y en avait beaucoup plus, c'était beaucoup plus violent. On a eu aussi des menaces de mort. Et là, à partir de là, nos avocats ont dit, bon ben maintenant, il faut arrêter. Voilà. Ça va trop loin, vous êtes trop exposés, donc on a décidé d'arrêter nos activités à contre-cœur. Il reste encore beaucoup de choses à faire, rien n'avance véritablement dans le bon sens. On va se reposer un peu, là, et puis on verra si on réattaque un jour ou l'autre. Hein. Mais enfin, vous nous direz ce que vous en pensez de tout ça. Par exemple, juste pour terminer, l'histoire des maillots arc-en-ciel. Vous savez, le refus de certains joueurs de porter le maillot arc-en-ciel pour le 17 mai. Voilà, ça c'est quelque chose... Oui, il y a le 17 mai, Journée internationale de lutte contre l'homophobie. Il y a une opération qui consistait à faire porter un maillot arc-en-ciel aux joueurs de foot pendant une journée de championnat. L'année d'avant, un joueur sénégalais, Idrissa Gueye, avait refusé de porter il avait refusé de porter le maillot, il s'était fait porter pâle, il s'était fait porter malade. Et l'année dernière, ça a été encore pire. Vous aviez 5, 6 joueurs qui ont refusé de porter le maillot. Juste un maillot en solidarité avec les LGBT. C'est pas la lune qu'on leur demandait. Mais il y a eu des témoignages qui disaient que non, en fait, il y avait une quarantaine de joueurs qui s'étaient fait porter malades pour ne pas porter le maillot arc-en-ciel ce jour-là. Et la Ligue de foot professionnelle nous annonce là, récemment, que du coup, elle va annuler. Voilà, elle va annuler l'opération maillot arc-en-ciel qui était déjà pas terrible. Mais même ça ne passe plus. Donc, vous voyez, nous, on en a comme ça. Les menaces de mort, les injures, ça va, quoi. Et on constate que ça recule. Donc merci encore à Cécile et à Amnesty de nous inviter pour au moins porter cette parole-là et voir un peu l'avenir, ce qu'on pourra faire. Merci Julien. Brahim, tout à l'heure tu nous parlais de ton émission radio que tu as créée. Du coup, comment tu en es arrivé à créer cette émission radio et comment on lutte au sein du lieu du sport, en particulier un club de foot, contre l'homosexualité? Quelles ont été les difficultés, les enjeux, les évolutions auxquelles tu as dû te battre? Merci, j'avais commencé tout à l'heure à le dire, comment je suis arrivé donc à créer cette émission qui traite des sujets sur l'homosexualité. Aujourd'hui, j'ai à peu près une quinzaine de chroniqueurs. On a des invités chaque lundi soir. L'émission a lieu le lundi entre 20h30 et 21h30 sur 106.3 et ensuite l'émission quelques jours après, le mercredi ou le jeudi, donc elle est sur les différentes plateformes en podcast. Et encore une fois, le fait d'avoir lancé cette émission-là, c'est que je me sentais tellement isolé. Pour moi, l'homosexualité, de la préadolescence jusqu'à, on va dire, jusqu'à un peu avant 30 ans, ça a été le grand vide pour moi. Je me posais un certain nombre de questions, je ne m'assumais pas, et j'avais l'impression de ne pas exister, et de ne pas appartenir à la société dans laquelle je vivais. Et après, je me suis décidé, je me suis donné un gros coup, si je puis dire, au derrière, pour me dire, il va falloir que je me prenne en moi, que je finisse par m'assumer. Et j'ai lancé donc cette émission-là, qui m'a permis vraiment d'exister, parce que l'homophobie, je le vivais aussi dans le monde du travail. Donc, comment faire quand dans la cellule familiale, c'est pas simple. Dans le monde du travail, on sent une homophobie importante. On n'existe nulle part, finalement. Et pour moi, ça a été vraiment les micros ouverts grâce à Fréquence Paris Pluriel pour créer cette émission Homo Micro. A été vraiment, pour moi, une réussite. Et aussi, c'est aller de l'avant et finir par exister et enfin vivre normalement mon homosexualité après 30 ans. Vous vous rendez compte quand même, ça fait quand même assez tard. Donc je me suis construit en luttant. Alors il y a eu la radio, mais le football. Alors le football aussi, pour vous expliquer un peu comment je suis arrivé au club le Paris Foot Gay que j'ai entraîné. Avant, j'ai entraîné des équipes de foot classiques dans la région parisienne, en banlieue parisienne. Et un jour, j'ai rencontré donc Pascal Bretz, le créateur qui a lancé donc le Paris Foot Gay. Il me dit, écoute Brahim, toi qui es entraîneur dans ces équipes-là, et je lui ai raconté moi-même les problèmes que
je rencontrais dans les clubs de foot classiques où l'homophobie augmentait, où j'avais du mal à trouver ma place, qu'il fallait à chaque fois que je vive dans le silence. Il m'a dit, ce serait bien que tu me rejoignes. On manque justement d'entraîneurs. Et quand il m'a parlé du projet du club, le Paris Foot Gay, un projet qui réunit aussi bien les hétéros que les homosexuels, le vivre ensemble, côté lutte contre les discriminations dans le football, la violence dans le foot, cette mixité-là m'a séduit. Donc j'ai rejoint le foot, le Paris Foot Gay, que j'entraînais à peu près pendant une petite quinzaine d'années. Ce qui fait que la radio et le football m'ont aidé vraiment à me construire et à rouler ma bosse tout seul dans mon petit coin en fait. Et quand j'ai rejoint le Paris Foot Gay, ça a été vraiment un bonheur. Hein. Et j'ai fini, grâce à la sortie de mon livre, qui est sorti en 2009, finalement, je me dis, la lutte, elle est vraiment importante et je ne regrette pas de m'être rendu, on va dire, visible un peu dans la société, parce qu'aujourd'hui, les gens savent ce que je suis. Je dirige le mouvement handisport depuis maintenant une vingtaine d'années. Le monde du sport sait que je suis. Alors à l'époque, ma crainte aussi, quand je bossais dans une association sportive, je cachais le fait que je sois homosexuel, parce que souvent la crainte c'était homosexualité égale pédophilie, comme je travaillais avec les jeunes, tout ça. Donc tout ça c'était un mélange dans ma tête et j'en suis sorti grâce à la radio et le football. Et tu parlais tout à l'heure de foot, Julien, et des dirigeants du Paris Saint-Germain qui n'ont pas donc décidé d'arrêter le match là. Je peux dire quand même que moi, pour l'avoir vécu, je peux vous le dire, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont, je pense, assez homophobes, parce que à l'époque où le Paris Saint-Germain avait des échanges avec les anciens dirigeants avant que les Qataris arrivent, les anciens dirigeants ouvraient le Parc des Princes une fois dans l'année pour organiser un grand tournoi de football de la tolérance qui réunissait plein d'équipes de foot classique, un grand tournoi au Parc des Princes. Et depuis que les Qataris sont arrivés, ils ont supprimé tout ça. Comme quoi, il n'y a pas d'homosexuels chez les gens du Qatar. Alors, je sais qu'ils m'en envoient, puisque la plupart viennent vivre leur truc en France. Voilà. Pour vous dire que, voilà, on part des gens qui rejettent. Et d'ailleurs, au Paris Foot Gay, on a vraiment mal vécu le fait qu'ils arrêtent un peu de nous recevoir au parc, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Parfaitement, merci beaucoup. Pour terminer, du coup, je vais m'adresser à Sébastien. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus d'Amnesty et comment elle lutte contre l'homophobie, et notamment les différents modes d'action qui sont entrepris? Oui, pardon, merci. Juste avant, pour réagir, je pense que ce que tu as dit était hyper important, c'est qu'on ne s'intéresse pas vraiment... ça ne nous intéresse pas vraiment de savoir si la personne qui tient des propos homophobes est homophobe ou s'identifie comme homophobe. À Amnesty et comme d'autres associations, on ne cible pas les personnes parce qu'elles se définiraient comme homophobes ou non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les actes, les propos qui sont tenus, et si ces comportements, ces propos alimentent les discriminations, sont des propos appelant à la haine ou des injures discriminatoires, c'est ces propos qu'on condamne. Et pas la personne. Et c'est assez important parce que la plupart des personnes qui nous attaquent, et c'est assez affligeant de voir que des simples lanceurs d'alerte ou des défenseurs des droits sont victimes de harcèlement ou sont obligés d'arrêter leurs activités en France simplement pour le fait de dénoncer l'homophobie. L'argument qu'on nous ramène tout le temps, c'est que PD, enculé, ça fait partie du folklore, de la tradition. Il n'y a pas d'homophobie. Quand on insulte les gens de PD, c'est devenu tellement dans le langage courant qu'il n'y a pas d'homophobie derrière. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les mots ont un sens, et que ces insultes sont des insultes homophobes, et que même si sans homophobie on utilise des propos homophobes, on participe à ce que je disais tout à l'heure, à véhiculer des stéréotypes, des préjugés, des insultes, et qui rentrent dans le langage courant et qui renforcent le sentiment d'insécurité, de discrimination des personnes concernées, qui peuvent entraîner jusqu'à des mutilations, des suicides, comme tu l'as rappelé, notamment chez les jeunes. Et que si on vit dans une société qui a encore autant d'agressions et de violences homophobes, il y a des rapports du ministère de l'Intérieur, du nombre de plaintes, il y avait une enquête de Mediapart sur le nombre de guet-apens, ou le rapport de SOS Homophobie, si ça vous intéresse, qui compte le nombre d'agressions, d'attaques, de discriminations qu'ils ont reçues sur leur ligne d'écoute. Ça montre qu'il y a vraiment encore aujourd'hui en France une agression homophobe ou LGBTI-phobe tous les 2 jours, et ce qui montre qu'il reste encore beaucoup de choses à faire.
Et donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que fait Amnesty International? Amnesty, c'est pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ou qui connaissent de nom, mais qui ne savent pas exactement ce que fait Amnesty. Amnesty, c'est une ONG de défense des droits humains qui se base sur les droits internationaux, avec la vision d'un monde où chacune peut se prévaloir des droits garantis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les textes internationaux relatifs aux droits humains. Et on considère, comme de nombreuses autres associations, que les droits des personnes LGBTI+, sont des droits humains ou font partie intégrante des droits humains. Quand on parle des droits des personnes LGBTI+, on ne parle pas de droits nouveaux ou de droits spécifiques, mais bien des mêmes droits fondamentaux appliqués aux personnes LGBTI+. C'est vraiment la liberté d'expression, la liberté de pouvoir assister à un match de foot sans subir d'injures ou de chants homophobes, sans être victime d'agressions, de violences, de pouvoir fonder une famille. C'est vraiment les mêmes droits de toutes et tous, juste appliqués aux personnes LGBTI+. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? Amnesty, on travaille avec des chercheurs, des chercheuses qui sont sur le terrain pour documenter cette homophobie, cette transphobie, ces LGBTI-phobie, avec toujours cette idée que comme on vit dans des sociétés partout dans le monde qui sont systématiquement discriminatoires, j'ai envie de dire, qui légitiment des discriminations systémiques, il nous faut des données précises pour connaître la résurgence de ces actes, ces propos, ces discriminations. Et donc on a des chercheurs, chercheuses qui sont sur le terrain pour documenter cette homophobie, qui ensuite rédigent des rapports. Et on utilise ces rapports pour ensuite donner l'alerte. Donc faire du plaidoyer, on rencontre des décideurs politiques pour améliorer la loi quand elle doit être améliorée. Mais aussi on alerte l'opinion publique sur ces faits, et que en fait c'est le nombre qui fait la force. Donc plus on est nombreux et nombreuses à agir contre ces LGBTI-phobies, plus on a des capacités de changement. Et heureusement, même si la situation est toujours catastrophique, les choses vont dans le bon sens. Je suis assez optimiste, mais si on regarde depuis 50 ans, les choses vont dans le bon sens. Il y a de moins en moins de lois moins en moins de lois homophobes et transphobes, même s'il y en a certaines qui persistent. Et il y a de plus en plus de législations qui viennent protéger des discriminations. D'où l'importance de continuer à documenter les manques. Et c'est ça le travail aujourd'hui d'Amnesty, c'est de documenter cette LGBTI-phobie et faire agir l'opinion publique et nos décideurs. D'où la pétition que Cécile a mentionnée tout à l'heure sur les LGBTI-phobies en Pologne, parce que le simple fait aujourd'hui en Pologne de dénoncer ces discriminations peut nous exposer également à des discriminations, à du harcèlement ou des violences. Et donc c'est encore important, même en Europe, et on va y revenir même en France, de continuer de se mobiliser, et chacune à son propre niveau peut se mobiliser. Et donc ça, je vous invite à suivre Amnesty International sur les réseaux sociaux si vous ne le faites pas encore, de suivre nos actions, nos campagnes, et pas que les nôtres, mais aussi des associations qui se mobilisent sur les questions de LGBTI-phobie, parce qu'on a la chance en France d'avoir quand même un tissu associatif qui est particulièrement fourni. On a plein d'associations, de collectifs, de personnes qui s'engagent bénévolement, on est tous bénévoles autour de cette table, pour dénoncer ces discriminations. Et parfois, je reviens sur ce maillot arc-en-ciel, parce que ça reste... À partir du moment où on a compris qu'on vit dans une société qui propage des discriminations, des préjugés, des stéréotypes, on a une obligation d'y mettre un terme. Donc, Amnesty, on s'adresse principalement aux États. C'est les États qui ont l'obligation de mettre en œuvre des politiques qui visent à lutter contre les discriminations, donc des politiques d'éducation, des politiques parfois de répression, mais si on réprime des violences, c'est que déjà on a raté quelque chose. Donc c'est vraiment au niveau de l'éducation qu'il faut faire quelque chose. Et cette même responsabilité, elle s'applique aux entreprises. Et donc quand on est la FIFA ou quand on a un club de foot, c'est notre responsabilité aussi en tant qu'entreprise, en tant que club, de lutter contre l'homophobie et la transphobie. Donc en fait, apporter un maillot arc-en-ciel, c'est vraiment la base de ce qu'on pourrait faire pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. On pourrait faire plein d'autres choses. Mais vraiment, l'idée, c'est de dire qu'à partir du moment où on vit dans cette société particulièrement discriminatoire, ça ne suffit pas de ne pas être homophobe ou de ne pas être transphobe, parce que souvent c'est ce qu'on nous dit, mais on n'est pas homophobe, tant mieux. Mais si vous n'êtes pas homophobe, engagez-vous contre l'homophobie. Il faut passer l'étape supérieure et véritablement demander à vos joueurs de promouvoir les droits humains, de promouvoir la lutte contre les discriminations. Et ça ne devrait pas être si compliqué. Et voilà, et comme on voit que c'est compliqué, ça montre bien qu'il reste encore pas mal de choses à faire. Merci beaucoup pour ta réponse. Dernière question avant qu'on passe à l'échange avec le public. Là, je m'adresse à tous les trois. Aujourd'hui, on en est où de la lutte contre l'homophobie, que ce soit en France ou à l'étranger? Sébastien, tu peux commencer. Oui.
Là encore, parce que je suis quelqu'un d'optimiste, on va revenir sur les bonnes nouvelles. Il y a quand même, si on reprend depuis 50 ans, enfin pourquoi je dis 50 ans, c'est que j'essaye toujours un peu de me référer aux émeutes de Stonewall. C'est les premières émeutes aux États-Unis contre la répression policière dans un monde où aux États-Unis on condamnait encore le fait d'être homosexuel, où des personnes se sont révoltées, ont eu des émeutes qui ont lancé la première marche des fiertés au monde, la première Pride à New York. Et depuis, les émeutes de Stonewall sont célébrées chaque année, des Prides sont célébrées chaque année, maintenant partout dans le monde, au mois de juin, pour célébrer ces émeutes. Et donc si on reprend un peu cette histoire des marches des fiertés partout dans le monde, on voit bien que la situation était particulièrement différente il y a 50 ans, déjà parce qu'il y a eu la crise du VIH-Sida qui est passée par là, mais parce qu'il y a de nombreuses personnes, souvent encore bénévoles, qui se sont mobilisées partout dans le monde pour défendre et pour promouvoir les droits des personnes LGBTI+. Donc aujourd'hui, pour faire un panorama rapide mondial, il reste encore 66 pays qui condamnent les personnes LGBTI dans leur législation, c'est-à-dire qu'elles ont des lois qui répriment soit directement l'homosexualité, soit les relations dites contre nature, soit la débauche, enfin, plein de manières différentes de pénaliser la même chose, les comportements sexuels qui sortent de la norme hétéronormée. Et donc il reste environ 66 pays qui condamnent directement l'orientation sexuelle. À côté de ça, il y a une soixantaine de pays qui ne condamnent pas dans la loi, mais qui ne protègent pas des discriminations et des violences. Et donc ça entraîne quand même un certain nombre de difficultés pour les personnes qui se mobilisent. Mais là encore, ça va dans le bon sens, parce que ce chiffre ne fait que diminuer d'année en année. Et au contraire, le nombre de pays qui protègent des violences, des discriminations basées sur l'orientation sexuelle, lui, ne fait qu'augmenter. Le nombre de pays qui reconnaît un certain nombre de droits, comme le droit au mariage, le droit à l'adoption, de même, ne fait qu'augmenter. Et donc si on regarde au long terme, on est en train de gagner. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'à court terme, on vit quand même une période de régression, de stagnation qui est particulièrement difficile. Et il y a plein de retours en arrière dans de nombreux pays, même en Occident, qui sont particulièrement dramatiques et qui ont un impact considérable contre les personnes LGBTI+. En Europe, on a eu le symbole de la Hongrie et la Pologne, même s'il y a des choses qui sont en train de changer, mais où on s'attaquait directement aux activistes LGBTI+, et aux personnes LGBT. On en est venu à éditer des zones dites libres de personnes LGBTI, ou des zones libres de l'idéologie LGBT. Un tiers de la Pologne, quand même, qui était concernée par ces zones. Et donc, même si c'était symbolique, ces chartes libres de l'idéologie, comme si on n'est plus des personnes, on est une simple idéologie. Un tiers du pays était concerné, et donc dans ces zones, on a plusieurs rapports d'Amnesty et d'autres qui documentent l'augmentation massive d'agressions, de violences et de discrimination à l'encontre des personnes concernées. D'autres retours en arrière, l'Ouganda, qui est un des pays qui a passé l'étape de condamner à mort les personnes LGBTI+. Donc aujourd'hui, il reste 12 pays dans le monde qui condamnent à mort les personnes LGBTI+. Et dans ces pays, mais je pourrais vous en faire la liste, il y a notamment le Qatar, on a beaucoup parlé avec la Coupe du Monde, mais voilà, quand on sait que le Qatar sponsorise un certain nombre d'événements sportifs, alors que son bilan en matière de droits humains est particulièrement catastrophique, on voit bien que c'est une stratégie des autorités du Qatar pour camoufler un certain nombre de violations des droits humains. Et c'est vraiment une stratégie de sport washing, d'investir massivement dans des événements sportifs à grande échelle ou dans des clubs de haut niveau, pour qu'on ne parle pas de leur bilan en matière de droits humains, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, notamment sur la condamnation à mort des personnes LGBTI+. Et l'actualité, malheureusement, est assez triste. Au Yémen, on a appris la semaine dernière qu'il y avait une quarantaine de personnes qui avaient été arrêtées, condamnées à mort ou à la flagellation et à la prison, uniquement parce qu'ils sont homosexuels ou soupçonnés d'être homosexuels. Et donc on voit bien qu'il reste encore plein de choses à faire partout dans le monde et dans toutes les régions du monde, même si on a des bonnes nouvelles, notamment en Asie, à Taïwan, au Népal, avec des pays qui commencent à reconnaître le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe. En Amérique latine, il y a beaucoup de changements aussi positifs, même si l'Argentine, le Brésil, la Colombie sont un des pays où il y a le plus de meurtres de personnes transphobes dans le monde qui sont documentés. De personnes trans, pardon, oui, à la cause de la transphobie, c'est un des pays où il y a le plus de personnes trans qui sont assassinées chaque année. Les associations font un gros travail, là encore, de bénévoles de documentation de ces cas, mais qui montrent bien que même en Amérique latine, même si on peut avoir une vision un peu idéalisée, il reste un certain nombre de violences qui ont un impact directement sur la vie des personnes. Et sans aller aussi loin, même en Europe, en France, il reste encore, comme je le disais,
des grands combats à gagner, notamment sur les personnes intersexes, les personnes trans, mais même quand on parle d'orientation amoureuse ou sexuelle, d'homosexualité, on l'a dit, sur la lutte contre le suicide, la lutte contre le harcèlement, il reste encore plein de choses à faire, donc on a besoin de chacune pour se mobiliser pour qu'on arrive à changer ça le plus vite possible. Et je parlais de religion, je vois par exemple mon petit copain qui est au Maroc, c'est vrai qu'on vit dans un pays quand même qui est assez avancé grâce aux associations, aux différentes organisations qui font bouger les choses, et ce qui fait mal souvent à quelques heures de chez nous, donc dans les pays d'Europe où l'homophobie persiste encore, en Pologne et en Hongrie et ailleurs. Je vois par exemple le Maroc, mon petit copain qui m'envoie souvent, je vous en parlais tout à l'heure, des vidéos, des gens qui sont menacés parce qu'on rencontre deux hommes qui sont en train de flirter ensemble dans les buissons, tout ça, on arrive à les filmer, à les tabasser, et les sujets qui sont carrément postés sur Internet. Là, ça fait mal parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Et mon rêve, ce serait d'organiser, et là je m'adresse à Sébastien, on pourrait imaginer une marche des fiertés au Maghreb. Qu'est-ce que tu en penses, que c'est pour demain, non? Je ne sais pas si c'est pour demain, mais effectivement, au Maroc, en tout cas, il y a plein de personnes qui se mobilisent déjà contre l'homophobie et contre la transphobie, mais c'est sûr qu'ils se mobilisent dans un contexte particulièrement hostile aux activistes, parce que la loi au Maroc continue de pénaliser de peines de prison, d'amende et de peines de prison les personnes en raison simplement de leur orientation sexuelle, et que même si cette loi, le Maroc, c'est pas un des pays qui applique le plus cette loi, mais juste donc ça c'est parce que c'est ce que je dis, Amnesty et d'autres font un travail de recherche, de documentation pour voir effectivement la fréquence d'application de ces lois, des jugements qui condamneraient les personnes en vertu de cet article du code pénal. On voit bien que l'article est peu appliqué, mais par contre, sa simple existence, le simple fait que cette pénalisation de l'homosexualité existe dans le droit, ça donne un sentiment d'impunité foudroyant aux personnes qui organisent véritablement des véritables campagnes de outing, c'est-à-dire qui révèlent l'orientation sexuelle de personnes pour leur nuire, des véritables campagnes de harcèlement à l'encontre des personnes LGBT ou supposées l'être au Maroc. Et oui, il y avait un exemple, parce qu'il y avait une professeure qui travaillait dans une école française au Maroc, qui a été virée parce qu'elle était soi-disant soupçonnée d'être LGBTI+, ou parler de sujets LGBTI+, alors qu'elle était affiliée à l'agence française, et que même elle a perdu son emploi à cause de ces campagnes de harcèlement, de outing et de réputation massive organisées au Maroc. Donc effectivement, il reste plein de choses à faire, mais pour donner aussi une bonne nouvelle, pour un peu d'optimisme, même si je parle beaucoup, le Maroc a aussi à légiférer pour améliorer le changement d'état civil des personnes trans et la reconnaissance des personnes intersexes l'année dernière ou en 2022. Donc on voit bien que même si ça avance à plusieurs niveaux, ça avance quand même. Juste un tout petit mot encore à travers l'exemple du football sur les évolutions dans le monde. Et c'est bien que Sébastien rappelle qu'il y a des choses qui avancent et il faut s'en réjouir, et puis il faut continuer à gagner de l'espace de liberté pour les LGBT et toutes les minorités. Moi, juste sur le football, vous savez que la Coupe du Monde a eu lieu au Qatar la dernière, donc c'était déjà assez dramatique de confier l'organisation d'un événement pareil à un pays qui prévoit la peine de mort pour les LGBT, sans parler aussi de la catastrophe environnementale que ça a été, sans parler aussi des esclaves qui ont beaucoup souffert, et c'est des situations qui ont été dénoncées aussi par Amnesty. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde de Qatar? Il y a eu un mouvement des joueurs et des fédérations, de certaines fédérations, pour porter le brassard One Love, en solidarité avec les LGBT. Vous voyez, c'est pas très violent, juste exprimer un message de solidarité. Donc la FIFA était contre, mais ce qu'il faut noter, pour garder un peu l'optimisme, c'est que 7 fédérations participant à la Coupe du Monde se sont battues pour porter ce brassard One Love. 7 fédérations européennes. Il y avait l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Écosse, le Pays de Galles, tout ça. Bon. Et ça, c'est très bien, parce qu'ils ont été très courageux. Des joueurs comme Harry Kane, l'anglais, ou bien Manuel Neuer, c'est des gens, des hétéros, et on attend beaucoup des hétéros qui nous aident aussi un peu à déconstruire les stéréotypes. Donc vous aviez des joueurs qui ont mené la bataille très fermement pour porter ce brassard One Love. La FIFA, l'organisateur mondial du football, a même menacé ses joueurs d'un carton jaune si jamais ils portaient le brassard One Love à l'entrée du terrain.
c'est très vicieux, parce que cette histoire, comment vous dire, si un joueur prend un carton jaune tout de suite en début de compétition, il risque de reprendre un carton jaune dans le cours normal du jeu et sa Coupe du Monde est terminée. Vous voyez ? Donc c'est très vicieux. Ce qu'on peut noter, c'est 7 fédérations européennes qui ont pris position, des joueurs qui prennent position, bon, 0 français, bien entendu. Hein. Là aussi, on voit que on est à la ramasse au niveau du football français. Pire, 7 fédérations qui se battent pour un brassard, One Love, et 2 fédérations européennes qui décident de ne pas les soutenir. Le Portugal et la France. La France qui refuse de soutenir, de se mettre dans ce mouvement pour le port d'un brassard. On a eu le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, qui nous dit que on ne va pas parler de tout ça au Qatar, il faut respecter la culture du pays d'accueil. La culture. On lui parle de peine de mort, il nous répond que c'est de la culture. Mais enfin, c'est une infraction très grave aux droits fondamentaux. Et on en est là avec les joueurs français. C'est vous dire le niveau de manque de conscience de ce qu'est une discrimination LGBT dans un pays qui pratique ces discriminations de manière très violente. Donc, ouais, il y a des raisons d'espérer, de se réjouir. Mais en France, en ce qui concerne le football, je peux vous dire qu'il y a vraiment du boulot, et je le redis. Concerne en fait la place de la politique dans les mouvements de lutte contre l'homophobie. Parce qu'à la fois, moi j'ai le sentiment d'une banalisation de l'homosexualité qui serait en fait peut-être un risque. Voilà, alors je ne sais pas si cette banalisation en fait est un risque ou un atout, voilà, de l'homosexualité dans la politisation du mouvement. Voilà, ce qu'on peut entendre parfois. Non, c'est pas un sujet politique, hein, justement, par rapport au sport ou par rapport à d'autres domaines. Et c'est aussi un obstacle peut-être à la convergence des luttes contre le racisme, contre le sexisme, donc contre l'homophobie. Voilà. Donc quelle est la place de la politique pour vous? Comment se définit la politique dans ce sujet précis? Voilà. Lequel veut répondre en premier? Oui, déjà il faut voir que plusieurs groupes politiques en France, si on parle du contexte français, en tout cas en France, plusieurs groupes politiques qui soit accompagnent le mouvement des luttes LGBTI+, soit instrumentalisent ces luttes pour s'attaquer à d'autres droits. Et il y a souvent, en tout cas aujourd'hui, de fausses oppositions qui se créent entre plusieurs droits, par exemple entre le droit des enfants et le droit des personnes trans, entre la liberté d'expression et la lutte contre les discours homophobes. On crée des fausses oppositions qui reviennent dans le débat. Et si on a l'impression que sur les questions d'homosexualité on a fait un grand bond depuis 10 ans, par exemple avec l'ouverture du mariage, et qu'on peut avoir aujourd'hui un Premier ministre qui se revendique être ouvertement homosexuel, n'empêche qu'il, dans le même temps, il nomme au gouvernement des ministres qui se sont manifestés contre les droits des personnes LGBTI+, à de nombreux moments, soit dans leurs propos, soit dans leurs actes. Ce qui montre qu'il reste encore beaucoup de choses à faire quand on parle strictement de la question de l'homosexualité, qu'il y a encore, malgré toutes ces avancées, du harcèlement, des risques suicidaires beaucoup plus élevés chez les personnes LGBTI+. Et donc il faut évidemment que les partis politiques jouent leur rôle, et ils ont évidemment leur rôle à jouer dans la promotion et la défense des droits humains. Mais qu'il faut sortir de cette idée que c'est plus un sujet. Ça reste aujourd'hui évidemment un sujet tant qu'il y aura des agressions, des discriminations, du harcèlement, des violences et un risque suicidaire beaucoup plus élevé. Ce sera un sujet. Oui. Alors, sur le rôle des politiques, par exemple, on va prendre le mariage pour tous et les annonces de François Hollande, qui était président de la République à l'époque. Déjà, première chose, c'est pas, c'est le mouvement militant associatif qui fait qu'à un moment donné, le politique est obligé de légaliser des situations qui apparaissent aux yeux de la population comme étant anormales. Bon, donc, ok, François Hollande décide de faire voter le mariage pour tous. Il s'adresse au Congrès des maires de France et il dit que pour certains d'entre eux, ça va poser problème. Et François Hollande déclare qu'ils auront un droit de conscience pour ne pas marier les couples de même sexe. Il y a des façons un petit peu plus enthousiastes quand même de célébrer l'égalité des droits. Donc déjà, nous,
certains d'entre nous sentaient que c'était mal parti. Que c'était un truc un peu obligatoire, mais reconnaître un droit de conscience pour ne pas marier 2 hommes ou 2 femmes, enfin on est des monstres ou quoi ça pose quel problème de marier 2 personnes qui s'aiment? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi est-ce que le président de la République déclare ça à l'Assemblée des maires de France? Du coup, les manifs pour tous, ça donne un boulevard. Quand on voit un président qui a la main qui tremble au moment de déclarer l'égalité des droits, on s'engouffre, hein, voilà. L'Ouest parisien a défilé à Paris par centaines de milliers de personnes, parce qu'on dit souvent, oh, la banlieue c'est l'homophobie, hein, milieu populaire, tout ça. Ben oui, d'accord, la banlieue c'est l'homophobie. Et moi je veux bien qu'on parle de la banlieue ouest, pardon. Je veux bien qu'on parle de toutes les Yvelines et de tous les Hauts-de-Seine qui ont débarqué à Paris pour les manifs pour tous, pour dire qu'on n'avait pas la même dignité qu'un couple hétérosexuel. Bon. Après, c'est très contrasté. Comme dit Sébastien, on a un Premier ministre qui est homosexuel, sans que ça fasse d'histoire. Donc c'est très, très contrasté tout ça. Il y a des forces politiques, on ne sait plus très bien où on en est. Par exemple, moi je veux être précis. Hein. Par exemple, on a la France Insoumise, par exemple. On a une députée parisienne, la France Insoumise, qui, dans des conversations, parle de ta fiole de merde. Bon. C'est comme ça qu'on considère les homosexuels dans la France insoumise. Alors, la gauche qui est à la pointe de la lutte pour le droit des LGBT, moi je veux bien y croire, hein, mais il y a quand même quelques zones un petit peu encore troubles, et peut-être même un petit peu de masculinisme, peut-être même un peu beaucoup, dans beaucoup de partis politiques. Vous voyez ? On n'est pas encore... Et alors, quand vous disiez la banalisation de l'homosexualité, ça pouvait être un obstacle, etc., pour une convergence des luttes. Oui, ouais. Alors, moi, j'aimerais bien que ce soit vraiment banalisé l'homosexualité. Je peux vous dire que moi, je ne m'amuserais pas à tenir mon mari par la main à Paris. Je pense que ce serait compliqué. Par contre, oui, nous, on réclame ce qu'on appelle le droit à l'indifférence. Hein, parce que très franchement... Aimer un homme quand on est un homme, aimer une femme quand on est une femme, mais qu'est-ce que ça peut faire? Qui ça dérange? Qu'on m'explique. J'ai jamais compris. J'aime le bleu, j'aime le vert, tu fais ce que tu veux, enfin, t'es grand, t'es petit, c'est pas un choix. Tu nais gay, voilà, ou lesbienne, et puis c'est comme ça, c'est une caractéristique comme ça, dont on devrait se foutre totalement, y compris dans le football. Ça ne rend pas plus maladroit d'être gay, par exemple. Vous voyez, au niveau du coup de tête ou d'un coup de pied, ça n'a rien à voir. Et ça, bon, voilà, c'est à travers la discussion, les débats, et puis des prises de position politiques que ça peut avancer. Barack Obama, quand Robbie Rogers, un footballeur américain, soccer, hein, de football quoi, a fait son coming out en fin de carrière, Obama l'a pris dans ses bras, l'a félicité. Ça coûte quoi? C'est $0, 0 €. C'est des actions symboliques, mais là, vous banalisez l'homosexualité, et tant mieux, devant des millions de gens, d'un seul coup. Vous voyez? Quand est-ce que Mbappé il va dire que, bah oui, mon coéquipier, il est gay, mais par contre, je m'en fous totalement, moi je suis là pour jouer au football. Quand est-ce que Mbappé fait ça? Là, vous avez des millions de jeunes qui commencent à se dire, ah ouais, bah, bon, ok, ça pose pas de problème, quoi. C'est compliqué, c'est coûteux de faire ça. On a un problème dans les mentalités quand même. Hein. On n'est pas encore dans la banalisation. Hein. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions, public? Avant de poser ma question, si vous voulez bien, je voudrais rebondir sur cette première question que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Et je voudrais ajouter un autre mot. Tu parlais de banalisation et aussi celui de visibilisation. C'est un mauvais néologisme, en tout cas de rendre plus visible. Et j'ai envie de te répondre que là aussi, je dirais que c'est les deux. C'est à la fois positif et paradoxalement négatif. Je m'explique, ça va paraître bizarre sinon. Positif, bien sûr, parce que plus les personnes se déclarent homosexuelles de manière complètement banalisée, pour le coup, plus ça fait partie de la vie courante, plus on peut dire qu'on fait avancer les mentalités. Mais en même temps, j'ai pu observer que lorsqu'on devient visible, lorsqu'on rentre dans la revendication et dans le militantisme, il y a ce qu'on appelle l'effet backlash. Comme pour le féminisme, hein, c'est les mêmes choses, les mêmes mécanismes. Et donc des personnes qui finalement n'auraient pas forcément ouvertement milité contre les droits des personnes LGBT vont se mettre à le faire parce qu'ils veulent bien qu'on reste dans le placard, mais ils ne veulent pas qu'on se mette à vouloir avoir les mêmes droits que les autres. Et c'est en cela que c'est un paradoxe, parce qu'on ne doit pas se laisser intimider. Et même s'il est vrai que parfois
ça peut devenir bizarrement négatif d'être plus visible. Je pense qu'il faut continuer d'être plus visible, parce qu'au bout du compte, on finira par gagner dans cette bataille de la banalisation du droit à la différence, du droit à l'indifférence, pour reprendre ton propos. Et je pense qu'on va réussir à cela en faisant en sorte, et je conclue là-dessus, que ce soit un sujet politique. Je partage complètement ton point de vue, si je l'ai bien compris. Je pense que le problème, c'est qu'on dit « Oh, mais c'est de l'intime. Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir que Gabriel Attal est homosexuel ?» Mais quelle hypocrisie de dire ça. C'est un sujet, et c'est vouloir ne rien changer que de continuer de dire que ça n'est pas un sujet politique, mais un sujet intime. Comme à une époque, la violence conjugale. C'est dans la sphère de l'intime, donc on n'intervient pas. Non, il faut un courage politique pour dire que s'il n'y a pas la fin de l'impunité, ça ne changera pas. Il faut que ce soit la peur qui change de camp, il faut qu'il y ait vraiment une fin d'impunité depuis le football, en passant par l'école et le harcèlement, en continuant par ce qui se passe dans la rue, dès qu'on tient par la main son copain ou sa copine si on est homosexuel, ça ne changera pas. Il faut passer par la loi et surtout son application. C'est bien d'avoir des lois, c'est encore mieux de les appliquer. Maintenant, je m'arrive à ma question très vite. Ce sera une question pour vous tous aussi. Est-ce que vous avez quand même le sentiment, justement, que cette convergence des luttes, le fait que les personnes hétérosexuelles se sentent concernées, comme elles peuvent l'être par le racisme, ça avance? Chacun dans nos domaines, j'aimerais bien savoir comment vous percevez ça. Oui, moi je pense que ça avance. Pour prendre un peu mon cas encore une fois personnel, où mon boulot c'est de travailler dans le sport. Aujourd'hui on dit sport, avant c'était dans les structures sportives classiques. Avant il y avait une homophobie. Et depuis que je me suis rendu visible, parce que les gens m'ont connu soit à travers mon livre, soit à travers des reportages à la télévision, ou même à travers mes différents combats, eh bien, finissent par accepter, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, quand je suis en contact avec les gens du conseil départemental des Hauts-de-Seine, c'est vrai que c'est la banlieue ouest, en plus, tu l'évoquais tout à l'heure, hein, et bien finalement, je suis accepté, on m'accepte. Alors, on m'accepte parce que on me connaît un peu, donc il y a toutes ces luttes que je viens de vous citer, donc effectivement, ça fait quand même avancer les choses. Et moi, je trouve un équilibre assez intéressant pour moi qui me permet de travailler en toute tranquillité, en fait. Alors, cette question-là, elle est fondamentale, mais elle est très compliquée. Savoir le niveau d'implication des hétérosexuels ou d'autres victimes de minorités qui pourraient... d'autres minorités qui pourraient se retrouver dans des combats communs. Moi, je le souhaite, je l'encourage. Dès qu'on peut s'exprimer là-dessus, on le fait. Parce qu'il s'agit de respecter tout le monde, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, sa sexualité. Enfin, moi, je ne la vois pas, cette convergence de lutte. Je la vois pas. J'en vois pas le début. Je trouve qu'elle est très... critiqué. Dès qu'on parle d'intersectionnalité, le discours politique de droite et d'extrême droite est très violent. Dès qu'on commence à parler de convergence de lutte ou d'intersectionnalité, il faut la créer. Je ne sais pas, moi, toutes les occasions seront bonnes pour la créer. Tous les partis politiques qui la proposeront, il faudra se bouger, parce que ça passe aussi par l'implication concrète de chacun. Mais très honnêtement, je ne sais pas si les hétéros sont plus sensibles aux discriminations LGBT qu'avant. À suivre, ce sera un enjeu à remporter, ça c'est sûr que c'est une clé pour banaliser qui on est. Sébastien ? Non, mais c'est une très bonne question, mais effectivement la réponse est plus compliquée à donner. Mais peut-être juste aussi revenir sur le fait que quand on parle d'homophobie, l'homophobie ça englobe, comme on l'a exprimé depuis tout à l'heure, beaucoup de choses. L'homophobie, ça va de la peine de mort à des violences, des discriminations, du harcèlement, à des injures et des propos. Et du coup, la gravité n'est pas la même. Et donc, mon sentiment très personnel, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, que les personnes hétérosexuelles se mobilisent de plus en plus, ou comprennent de plus en plus les enjeux liés aux droits des personnes LGBTI+. Je pense que ça a longtemps pas été le cas, mais que là, quand on parle de lutte contre le harcèlement, la violence, c'est quelque chose qui est compris. Et effectivement, il y a pas mal de personnes hétérosexuelles je ne peux pas dire combien, mais qui se mobilisent contre les formes d'homophobie grave, j'ai envie de dire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a au moins gagné ça, c'est cette gravité
est compris, et du coup il y a de nombreuses personnes hétérosexuelles, et pas seulement, ils se mobilisent pas seulement parce que effectivement quand on est hétérosexuel dans un couple hétéronormé, on peut avoir des enfants LGBTI+ à un moment donné, et du coup on aimerait bien juste être éduqué ou formé pour savoir comment accompagner son enfant de la meilleure façon possible, s'il ou elle est ou pas LGBTI+. Mais je pense que c'est pas que ça, je pense qu'il y a vraiment une compréhension des questions de violence et de gravité. Après, l'enjeu actuel, c'est que c'est cette homophobie ordinaire, c'est ces insultes où on part du principe que c'est pas homophobe de dire pédé ou enculé. C'est vraiment cette homophobie ordinaire où certaines personnes hétérosexuelles ont encore du mal à appréhender, à comprendre et à se mobiliser contre. Mais je pense que là encore, ça va quand même globalement dans le bon sens. En tout cas, j'espère. On a d'autres questions ? Bonjour, alors moi je m'intéresse beaucoup aux questions de la protection de l'enfance et j'aimerais savoir si vous trouvez suffisant toutes les choses qui sont mises en place dans la lutte contre l'homophobie, mais à l'échelle de l'enfant, s'il y a des lacunes ou s'il y a des choses qui sont intéressantes et à mobiliser, pourquoi pas exporter ensuite sur d'autres terrains. Alors, pour te répondre, il y a un militant dont on parle énormément en ce moment, qui a eu son portrait dans Le Monde hier, qui s'appelle Lies Loufoque, qui est très, très connu, qui a écrit des livres, qui vient lui-même de l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, lui déjà, tu vois, ce serait un expert. Il se trouve qu'on travaille avec lui, parce que on a été reçu au ministère de l'Éducation nationale, après la mort du petit Lucas. On a fait une lettre ouverte à Pape Ndiaye, à l'époque, de 57 organisations LGBT pour être reçus, parce qu'il commençait, tu vois, à faire des annonces sur des mesures de protection pour les plus jeunes, vu que le petit Lucas s'était suicidé suite à un harcèlement. Ces propositions de Pape Ndiaye étaient très faibles, trop faibles. Donc on lui a écrit une lettre ouverte, publiée par Tétu, pour lui dire, rassemblez-nous déjà, les associatifs LGBT, parce qu'on est quand même un peu les premiers concernés et les plus experts sur ce que sont les discriminations LGBT, puis on va discuter d'un plan d'action à mettre en œuvre au niveau de l'éducation nationale. Il n'a jamais répondu, Pape Ndiaye. Il se trouve que sur le cas du petit Lucas, Mediapart a montré cette semaine ou la semaine dernière que malgré les engagements du ministère de l'Éducation nationale, il n'y avait jamais eu d'enquête administrative qui avait été menée. Bon, je parlais des 3 agresseurs qui avaient été relaxés, et l'enquête administrative n'a pas été menée, et le principal du collège où Lucas a été scolarisé dit que c'était vraiment des histoires d'enfantillage, quoi. Le mec n'a rien compris. Je vais vous dire, on était avec un conseiller du ministre Pape Ndiaye à l'époque, qui nous dit, je ne sais pas si tu connais le dispositif PHARE, P-H-A-R-E, dans l'éducation nationale, qui est fait justement pour détecter les cas de harcèlement. Lucas était dans un établissement où il y avait le dispositif PHARE qui était mis en place. Donc, je dis à ce conseiller qui commençait vraiment à nous énerver que, enfin, votre dispositif PHARE, ça ne fonctionne pas. Vous voyez bien que Lucas, là où il était, il y avait ce dispositif. Et là, il nous répond, oui, mais Lucas, c'est un trou dans la raquette. Oui. Ça se dit pas. Cet enfant, il est mort, sa mère est effondrée. C'est pas un trou dans la raquette, Lucas. C'est pas comme, on se déresponsabilise pas comme ça en disant que ça arrive. Finalement, on peut pas tout contrôler. Bon, je sais pas si je réponds bien à ta question, mais il faut écouter Lies Loufoque, vraiment. Il est partout en ce moment et c'est très bien. Et puis, nous, l'expérience qu'on a eue, c'était qu'il manque encore beaucoup de choses pour la protection de l'enfance. C'est, à mon avis, assez catastrophique, mais je ne suis pas spécialiste. Vous avez, les gars ? Non, mais tout ce que tu dis est vraiment très juste. Et en fait, là encore, il y a une incompréhension. Les personnes LGBTI+ seront toujours les trous de la raquette. C'est bien ça le problème. Et c'est pour ça qu'on se mobilise, pour que Lucas et les autres enfants ne soient plus les trous de cette raquette. Et donc ça, c'est encore un enjeu qui est extrêmement important aujourd'hui. Et pour revenir sur, en tout cas, la situation actuelle en France, on a quand même un président de la République qui était candidat à sa réélection, qui a annoncé dans un média
quand il était interrogé sur les interventions au milieu scolaire, est-ce que vous pensez qu'il y a un âge auprès duquel on doit intervenir auprès des enfants pour parler d'homophobie et de transphobie? Parce qu'il y a vraiment un enjeu sur ces... Il n'y a pas eu que Lucas, en fait, il y en a eu plein d'autres, des suicides de jeunes LGBTI+, ces dernières années. Et interrogé sur cette question, il avait dit que pour lui, au lycée, ça lui semblait normal qu'on parle d'homophobie et de transphobie. Au collège, il se posait la question de savoir si c'était l'âge auquel on pouvait aborder ces questions, et il a dit tout de suite que pour lui, les primaires, c'était beaucoup trop jeune et qu'il ne fallait pas parler de lutte contre l'homophobie, la transphobie primaire. Et on voit bien que dans cette réponse, qui est gravissime et qui contribue au suicide des jeunes LGBT, il a fait un parallèle avec la sexualité. Il s'est dit, on ne parle pas de sexualité auprès des très jeunes, et donc on ne parle pas d'homosexualité. Alors qu'en fait, quand on parle d'homophobie et de transphobie, on ne parle pas que de sexualité, on parle d'orientation amoureuse, on parle de diversité, on parle juste de différentes représentations. Et ça fait longtemps qu'à Amnesty ou d'autres, on intervient en milieu scolaire, et en fait, plus on intervient jeune, plus on peut lutter contre la construction de ces stéréotypes et ces préjugés et cette haine contre les personnes LGBTI+, parce qu'en fait on ne naît pas homophobe ou transphobe, on le devient, et du coup plus on intervient tôt, plus on peut déconstruire cette vision discriminatoire des personnes LGBTI+, et donc en tout cas aujourd'hui il y a très peu de choses qui sont faites sur l'éducation à la sexualité, les cours à la sexualité de manière générale, et en plus cette éducation aux droits des personnes LGBT repose souvent sur les bénévoles d'associations. Et il faut qu'on puisse être en capacité d'intervenir le plus tôt possible pour empêcher d'autres trous dans la raquette. Y a-t-il une autre question? Oui. Peuvent garder un certain ancrage d'un modèle patriarcal hétéronormé avec un papa, une maman, etc., etc. Et donc, est-ce que vous êtes éveillé à cette problématique aujourd'hui, qui est la prise en charge, par exemple, d'enfants issus de couples homosexuels qui, à un moment donné, vont consulter qui est un psychologue, qui est un psychiatre, peu importe. Est-ce que vous avez cette notion de l'évolution éventuelle de la psychiatrie, ou de la psychologie, et de modèles parfois un peu rétrogrades? Merci. Je vais répondre. Oui, en fait, on voit bien que ça a forcément, c'est ce que je disais en introduction, en fait, à un moment donné, on est tous homophobes, parce qu'on grandit dans des sociétés qui continuent de véhiculer une vision homophobe des personnes LGBT+. Et c'est vrai dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie, comme dans le domaine de la santé de manière générale, et dans tous les domaines de la société. Et on l'a bien vu au moment de l'ouverture du mariage pour tous, qu'un des arguments qui nous était opposé, c'était de dire, mais ces enfants, s'ils ont deux papas ou deux mamans, ils risquent d'être la cible d'homophobie ou de discrimination ou de moquerie, parce qu'ils ont deux papas ou deux mamans. Et jamais on s'interroge sur les auteurs de cette homophobie. En fait, le problème, c'est pas cet enfant qui a deux papas ou deux mamans, c'est vraiment tous les autres qui seraient éventuellement auteurs de moquerie. Et donc oui, tous ces schémas médicaux sont à interroger. Ils l'ont parfois été sur les questions trans et sur les questions intersexes, mais sur la question de l'homosexualité aussi. Et donc à un certain degré, j'ai envie de dire, pour être toujours très optimiste, ça avance. Mais il reste un grand nombre de choses à faire. On l'a vu, ça s'est vraiment particulièrement illustré au moment de la loi sur l'interdiction des thérapies de conversion. Les thérapies de conversion, c'est toutes les pratiques qui consistent à modifier ou changer l'orientation sexuelle d'une personne contre sa volonté. Enfin, en tout cas, toutes les pratiques qui visent à changer l'orientation sexuelle d'une personne, soit de manière médicale, soit par la psychologie ou la psychiatrie, soit de manière religieuse ou sociale. Et donc, on a bien vu qu'il y avait des résistances énormes au moment des discussions et des débats sur la question des thérapies de conversion, notamment sur les peines qui étaient débattues, de quelle peine de quoi on allait condamner ces personnes. Qu'il y a eu une grande mobilisation en disant on porte atteinte à la liberté de ces médecins, alors qu'en fait ces pratiques sont assimilées à de la torture. En fait, c'est sous ces discours et ces pratiques médicales qui viseraient à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Donc en fait on s'attaque à la dignité humaine même de la personne, à ce qui fait son identité. Ces pratiques sont analysées comme des pratiques de torture, pas uniquement le jour même, mais par les implications psychologiques qu'elles ont le reste de la vie.
c'est des tortures. Pour les Nations Unies, pour Amnesty International et pour toutes les ONG qui ont travaillé sur la question des thérapies de conversion, c'est de la torture. Et donc on voit bien que cette fausse opposition entre la liberté des médecins de pratiquer leur vision de la médecine et le droit, il y a toujours des oppositions. Et je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais en tout cas ça s'est particulièrement illustré au moment de la loi sur l'interdiction des thérapies de conversion. Encore 2 questions et après on va conclure. Pardon, moi c'est pas vraiment une question, c'était juste pour rebondir très rapidement sur les enfants et la jeunesse, juste parler de la littérature jeunesse et de son importance pour déconstruire justement les préjugés et que voilà, là il y a une vraie mine pour les enfants. Voilà. Très bien. Bonjour, Guillaume Payol, je suis enseignant en droit, entre autres choses, à l'université. Je suis optimiste aussi. Je m'aperçois que dans mes cours depuis une vingtaine d'années, ici à l'université Saint-Denis, les choses se détendent quand même. J'ai le souvenir en 98 d'un étudiant qui était 2 fois plus âgé que moi, qui voulait tuer sa fille s'il apprenait qu'elle était homosexuelle quand le pacte venait de passer. Je pense qu'on n'aurait plus ça maintenant. J'avais une question à poser qui était juridique, alors peut-être plutôt à Sébastien. En tant que juriste, je suis toujours un peu méfiant quand on ne prend pas en compte le contexte. Vous parliez du sentiment homophobique ou pas que vous ne regardiez pas à partir du moment où il y avait une insulte. Là, je suis un peu gêné, pas en tant qu'individu, mais en tant que juriste. J'imagine que vous parlez des insultes un peu publiques qu'on a à la télé, parce que qu'est-ce qui se passe si dans la rue vous avez une insulte entre plusieurs homosexuels où manifestement on se chamaille au cours d'une marche des fiertés ou dans le Marais, dans tel établissement. Voilà, je pense que c'est important le contexte, et puis vous parliez de l'aspect pénal avec l'insulte, je pensais aussi à la diffamation, parce que c'est pas inintéressant. Alors je rappelle que la diffamation, ça n'a pas besoin d'être faux. Il s'agit d'un élément qui porte atteinte à l'honneur, et qui est susceptible de d'enclencher des dommages et intérêts, parce qu'on n'a pas parlé du civil. Il y a le pénal, mais il y a aussi le civil, et les dommages et intérêts peuvent fonctionner, on peut cumuler le pénal et le civil. Voilà, donc ma question c'était juste, vraiment vous ne prenez jamais en compte le contexte de l'insulte homophobe, pardon. Surtout que c'est pas une excuse. Non, mais merci pour cette question, et non, je trouve que c'est extrêmement nécessaire de prendre systématiquement en compte le contexte. Juste pour effectivement sur l'injure et la diffamation en France avec circonstances aggravantes, c'est 45 000 € d'amende quand on injurie ou on diffame des personnes en raison de leur orientation sexuelle. C'est forcément plus élevé vu que cette circonstance aggravante, quand cette circonstance aggravante est prise en compte. C'est un autre problème pour la question de l'impunité de la justice, parce qu'il y a très peu de plaintes. Que c'est très difficile de porter plainte en France sur ces questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre, qu'une fois que ces plaintes sont prises et que la circonstance aggravante est retenue, ce qui est déjà une rarissime, elle est peu suivie de condamnation, mais c'est une autre question. Et oui, évidemment, le contexte doit être pris en compte. Et que évidemment ça me choque moins quand une personne concernée, une personne qui est elle-même LGBTI+, utilise des propos, des insultes homophobes. Par exemple, l'insulte PD, c'est vraiment l'insulte qu'on entend le plus dans les stades. On en a quand même pas mal parlé, mais à l'école, c'est vraiment l'insulte qu'on entend toujours. Et donc il faut à un moment donné que ça cesse. Mais dans le même temps, les personnes qui l'ont subi toute leur vie, moi j'ai longtemps insulté le PD quand j'étais à l'école, et je l'utilise parce que je trouve qu'à un moment donné, je suis concerné, donc je fais ce que je veux. J'ai un totem d'unité que vous n'avez pas toutes et tous, mais parce que on a tellement reçu cette insulte dans notre vie qu'à un moment donné, certaines font le choix de se réapproprier cette insulte, et justement pour affronter toute l'homophobie qu'on a subie, on se réapproprie certains termes ou certaines insultes. Et c'est la même chose que dans le sigle LGBTQIA+, il y a le mot queer. Queer, en français ça marche moins bien, mais queer à la base c'est une insulte. Et on insultait de queer toutes les personnes qui qui répondaient pas aux normes de genre, ou qui s'écartaient des normes en matière de genre. Aujourd'hui, queer c'est vraiment une identité politique, une identité LGBTI+. Et le mot queer aujourd'hui, il y a plein de définitions, mais en gros c'est toutes les personnes qui ne s'identifient pas comme hétérosexuelles ou cisgenres peuvent s'identifier en dehors des normes comme queer. Donc si, évidemment, c'est important d'avoir le contexte, c'est très bien que vous l'ayez rappelé. Mais tout à l'heure, ce qu'on disait, c'était que dans les champs, dans les stades et à l'école, il faut, même si on n'a pas on s'identifie pas comme homophobe, ou en tout cas que les personnes soient homophobes ou non, ça ne nous intéresse pas tellement. Mais à partir du moment où elles tiennent des injures publiques en raison de leur orientation sexuelle, on doit pouvoir les critiquer ou les poursuivre.
si je peux compléter, je lis dans ses pensées, c'est qu'en fait, ce qu'on se dit à Amnesty International, c'est qu'il y a trop de gens qui refusent même de reconnaître que c'est homophobe. Et donc le fait de dire, même si pour vous, dans votre tête, quand vous dites sale PD, c'est pour rire, c'est tellement un argument qu'on entend tout le temps, c'est pareil pour le sexisme là encore, on dit, ah, t'as pas d'humour, qu'on cherche à dire que peu importe la façon dont vous définissiez, ce qui est important, c'est que dans la loi, enfin, on caractérise que c'est bien une injure. Et donc c'est en cela que le contexte, on le prend en compte, tout en disant ça ne peut plus être une excuse que de dire mais moi je voulais pas être homophobe. Oui, mais tu l'as été quand même, en employant ces insultes dans l'école ou au football. Donc en cela, c'est un plaidoyer en fait pour avoir une prise de conscience que les mots ont un sens et que les mots ont un impact surtout. Mais vous avez raison de dire que le contexte doit bien sûr être pris en compte. Ce sera vraiment la dernière question, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres qui entre-temps... Et juste pour illustrer, pour vraiment que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, c'est pas la même chose quand je me définis comme PD ou je parle avec mes potes PD dans un contexte privé ou quand j'insulte Gabriel Attal de PD. Vraiment, la différence est fondamentale. Ça c'est clair. Merci pour la parole, merci pour l'organisation de ce débat. C'était juste pour réagir parce que je suis doctorant donc en psychologie par rapport à ce qui a été dit sur la psychologie et la psychanalyse. C'est vrai que lorsque j'étais en master, que j'ai proposé à un professeur de travailler sur ce sujet, à l'époque c'était pas un sujet, donc il y a une évolution. Je dirais qu'aujourd'hui, dans les années 2020, mon sujet de thèse est vraiment très concerné par les questions LGBT. Donc aujourd'hui, c'est un sujet de recherche qui intéresse la recherche, et pas seulement en France, puisque je suis en co-direction également avec la Côte d'Ivoire. Donc je trouve que c'est aussi important à dire, parce qu'on est dans une université, c'est aussi le temple du savoir, et donc que les savoirs aussi ne sont pas figés, et que même en psychanalyse, il y a des professeurs à Paris 7 qui a un lieu de la psychanalyse, comme Laurie Lofer, qui défend aujourd'hui une psychanalyse renouvelée sur les questions de genre, sur les questions même relatives au patriarcat. Voilà, je vous remercie, c'était une réaction. Merci à tous. On arrive du coup à la fin de ce débat. Juste avant de conclure, je voudrais juste rappeler votre actualité à tous les trois. Déjà, merci Julien qui a dû partir juste avant. Julien, pour rappel, c'est le cofondateur de Rouge Direct, qui est un collectif qui lutte contre l'homosexualité dans le sport. Contre l'homophobie. Contre l'homophobie, pardon, dans le sport, excusez-moi. Brahim, vous êtes auteur du livre donc Homo dans la cité, et vous animez aussi l'émission Homo Micro sur Radio Paris Pluriel, c'est ça? C'est ça. À quelle heure on peut vous retrouver? Alors le lundi entre 20h30 et 21h30 sur 106.3 FM, la radio qui émet sur toute l'île de France, et le podcast Homo Micro sur toutes les plateformes de podcast. Et la dernière émission, c'était justement vous deux qui étiez invités, Ryan et Cécile, en ligne depuis hier. Et enfin Sébastien, vous luttez tous les jours contre l'homophobie au sein de Amnesty International, puisque vous êtes responsable de la commission LGBTQIA+, c'est bien ça? Merci beaucoup à tous les trois de vous être rendus disponibles pour cette conférence débat. Je voudrais aussi remercier Elodie, ma co-animatrice, Cécile aussi pour l'encadrement de cet événement, et enfin vous pour avoir participé, vous êtes rendu disponible. Et avant qu'on se quitte, je voudrais juste rappeler quelque chose, qu'on avance dans la vie justement en ayant un cœur en paix et en s'aimant chacun, et que chaque petite action individuelle peut faire de grands changements. Voilà, merci à tous, prenez soin de vous.